Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver en ce vendredi 8 août. Voici les titres de l'actualité. Les chiffres sont alarmants. Actuellement, l'équivalent d'un camion-benne de plastique est déversé chaque minute dans l'océan. Un rapport coécrit par Hervé Raps du Centre scientifique de Monaco à l'occasion du rassemblement onusien en Suisse a été publié dans la revue The Lancet. Le scientifique sera notre invité dans quelques instants. Couleurs éclatantes, formes audacieuses, l'Opéra-Galerie célèbre Chagall et Léger dans sa nouvelle exposition. Hier, le prince Albert II s'est plongé dans l'univers fascinant de ces deux grands noms de l'art moderne. Où allez-vous admirer le feu d'artifice demain? Juliette Rappert nous dévoilera les meilleurs spots en principauté. Et puis, une belle initiative, dans un reportage à venir, vous découvrirez comment les nappes du célèbre Bal de la Rose s'offrent une seconde vie au profit de la Fondation Princesse Grace. Si rien ne change, les océans contiendront plus de plastique que de poissons en poids d'ici 2050. Fléau planétaire, la pollution plastique est au cœur d'un rapport publié tout récemment dans la prestigieuse revue The Lancet, auquel le Centre scientifique de Monaco a participé. Et la période n'a pas été choisie au hasard, puisqu'actuellement les États membres de l'ONU sont rassemblés à Genève dans l'espoir de conclure un traité mondial. Hervé Raps, co-auteur de cette publication, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'intervenir sur notre antenne. Vous faites partie des auteurs de ce fameux rapport rédigé par une trentaine de chercheurs des plus grandes institutions académiques. D'abord un mot sur cette participation. J'imagine que vous êtes assez fiers, vous ainsi que le centre scientifique, d'être publié dans une telle revue. Pour commencer, d'abord, merci de nous accorder du temps d'antenne. Effectivement, le Centre scientifique et moi-même sommes très fiers d'avoir contribué à ce projet aux côtés de la Fondation Minderoo, du Boston College et de l'Université d'Heidelberg, qui sont les 4 entités à l'origine de ce projet qu'on a commencé à monter il y a environ 18 mois, pour lequel il y avait un embargo strict jusqu'à lundi matin. Dans ses conclusions, la communauté scientifique est claire, les plastiques représentent un danger grave, croissant et sous-estimé non seulement pour la santé de la planète, mais aussi pour la santé humaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ils causent des troubles, comme des troubles hormonaux, cognitifs? Alors, effectivement, on est au sein d'une triple crise planétaire, changement climatique, perte de la biodiversité, pollution et la production des matières plastiques. L'ensemble du cycle de vie des matières plastiques est au centre de ces 3 crises et contribue à ces 3 crises. Donc, l'origine n'est pas une catastrophe naturelle, mais c'est cette production récente et galopante de matières plastiques qui n'existait pas avant les années 50. Puis on a commencé à produire 50 millions de tonnes dans ces années 50. Environ 500 millions de tonnes en 2022, et avec une estimation pour tripler, c'est-à-dire plus d'un milliard de tonnes aux alentours de 2060. Donc des impacts sur la santé qui sont de plus en plus connus, liés en premier lieu aux produits chimiques, ces additifs chimiques qui sont les composants des matières plastiques, qui ont des effets essentiellement de perturbation des hormones. Ce sont des perturbateurs endocriniens qui agissent sur le développement cérébral des enfants et chez l'adulte, la plupart d'entre eux agissent sur le métabolisme cardiovasculaire. Donc, et provoquent soit des maladies cardiovasculaires, soit responsables d'obésité. Et il y a également, dans les impacts qu'on appelle ces impacts directs pour la santé humaine, il y a des risques liés aux micro et nanoplastiques qui sont ces dégradations au cours de l'usage des produits plastiques ou qui se produisent durant les phases de production. Ces microplastiques, on les détecte maintenant dans tous les écosystèmes de la planète, même les plus reculés. On les détecte sur tous les êtres vivants. Donc, on commence maintenant, évidemment, à les détecter de plus en plus chez les humains, dans différents fluides corporels, différents tissus humains. Et on commence à leur attribuer avec un peu plus de certitude des effets pro-inflammatoires, en particulier dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Donc on est encore, la communauté scientifique cherche encore à établir des causalités certaines. On ne sait pas encore à quel niveau s'élèvent les impacts des microplastiques, mais on peut d'ores et déjà affirmer qu'ils ne sont pas sans danger. Le plastique, il y a aussi tout un tas d'impacts indirects sur notre santé. Alors effectivement, vous avez tout à fait raison, il y a des risques indirects sur la santé qui sont soit par exemple dus aux effets sur la santé du changement climatique. L'ensemble du cycle de vie des matières plastiques, de la production à l'usage et au traitement des déchets, représente environ 3,5% des émissions de gaz à effet de serre pour les chiffres de production actuels. Donc si cette production, comme les scénarios actuels l'annonce vient à tripler, ces émissions de gaz à effet de serre tripleront également.
Donc, ça participe aux effets du changement climatique, hein, événements climatiques extrêmes, canicules, incendies. Ça peut aussi, la pollution plastique, elle peut aussi, lors de ces événements climatiques extrêmes, boucher les systèmes d'évacuation d'eau, ce qui aggrave les inondations. Elle est aussi un lieu idéal pour la nidification des moustiques, donc elle participe à la propagation des maladies transmises par les moustiques. Avec le recyclage, les campagnes de sensibilisation, on pourrait penser que les consciences s'éveillent et que les choses évoluent dans le bon sens. Et pourtant, la pollution plastique s'est aggravée. 8 milliards de tonnes de déchets polluent aujourd'hui la planète. La faute à qui? À quoi? L'activité humaine, hein, le plastique, les matières plastiques ont apporté d'énormément d'effets positifs, hein, sur la sécurité alimentaire, sur le développement des transports, sur bien évidemment le secteur médical. Mais il y a eu un développement massif des plastiques à usage unique qui ont une durée de vie extrêmement courte au niveau de leurs usages, mais qui par contre mettent des années à se dégrader lorsqu'ils sont jetés dans l'environnement et qui exposent soit à des dégradations, à des émissions de microplastiques, soit des émissions de produits chimiques. 170 États membres de l'ONU sont rassemblés à Genève, des dernières négociations qui devraient aboutir à un traité mondial sur le plastique. Dans quel état d'esprit êtes-vous en tant que scientifique? Évidemment, comme tous les scientifiques qui sont présents, soit au sein des délégations, comme j'ai la chance et l'honneur de faire partie de la délégation de Monaco, donc il y a certaines délégations qui ont des scientifiques avec eux, mais il y a aussi des scientifiques qui sont réunis au sein de délégations d'observateurs. Donc les scientifiques sont bien évidemment espèrent un traité à l'issue de cette semaine de négociation et un traité qui soit le plus ambitieux possible. En tant que scientifique et en tant qu'auteur de ce rapport, on souhaite qu'il y ait une réduction de la production des matières plastiques, hein, ce qu'on appelle la réduction de la production de polymères primaires, qu'il y ait une réglementation et une interdiction de certains produits chimiques les plus toxiques, et une simplification des produits toxiques, puisqu'ils sont composés, il y a 16 000 produits chimiques différents qui composent des produits plastiques, donc il y a une très grande complexité. Il faut que ces matières plastiques soient beaucoup plus simples dans leur composition pour améliorer leur recyclage, hein. Le recyclage, c'est quelque chose qui est une solution, mais une solution mineure dans cette crise plastique, hein, puisqu'on ne recycle que 10% du plastique, pour des raisons de capacité de traitement, mais aussi parce que certains produits plastiques ne se recyclent pas ou sont incompatibles entre eux. Donc cette crise plastique ne pourra pas être résolue par le recyclage seul. Merci beaucoup Hervé Raps d'avoir partagé votre expertise sur Monaco Info. Merci à vous. La mer, justement, est son terrain de jeu favori. Boris Herrmann se lance un nouveau défi. Soutenu par le Yacht Club de Monaco, le skipper allemand, aussi tour du monde à son actif, s'apprête à participer ce dimanche à la 2e édition de l'Ocean Race Europe à Kiel, dans son pays d'origine. Une aventure collective, puisque le quadragénaire sera accompagné à bord. Au moins une femme doit toujours faire partie de l'équipage. Sur Maletia Sea Explorer, il y en aura 2 sur les 4 membres. Autre challenge sportif, alors que la 28e édition aura lieu à la fin du mois de janvier 2026, les équipes du rallye Monte-Carlo historique ont dévoilé l'affiche officielle de la compétition. Et comme le veut la tradition, elle rend hommage à l'histoire et aux icônes qui ont marqué la discipline. Un clin d'œil cette année au rallye Monte-Carlo 1976 pour célébrer le 50e anniversaire d'un exploit devenu légendaire, la victoire de Michel Mouton et Françoise Conconi dans la Coupe des Dames, remportée cette année-là au volant d'une Alpine Renault. Parlons culture à présent. Le prince Albert II s'est rendu hier à l'Opéra Galerie qui célèbre en ce moment l'art moderne à travers son exposition Chagall et Léger, la couleur et la forme. Une plongée vibrante dans les univers de ces deux géants qui se dévoilent à l'occasion du Monte Carlo Masters Show. Visite signée Christine Datomel et Julien Laugier. 2 figures majeures du XXe siècle sont à l'honneur cette année à l'occasion du Monaco Masters Show, une exposition estivale d'envergure organisée par l'Opéra Galerie qui met tous les ans en lumière les grands noms de l'art moderne et contemporain. Cette année, c'est une année qui est un petit peu différente, bon, même si derrière on voit une très grande installation très belle de Niki de Saint-Phal. On a fait un focus sur 2 artistes importants de l'art moderne qui sont Marc Chagall et Fernand Léger. Donc pour fêter
les 40 ans du décès de Chagall et les 70 ans du décès de Fernand Léger. Donc nous avons, en plus de Niki de Saint-Phal, Basquiat, Keith Haring, Roy Lichtenstein et d'autres artistes importants du XXe siècle, une sélection de 20 toiles de Marc Chagall et d'une vingtaine de pièces également de Fernand Léger, qui est un mixte un petit peu entre des tableaux et des œuvres sur papier. Vous l'aurez donc compris, en 2025, l'exposition rend donc hommage à 2 maîtres incontournables, Marc Chagall et Fernand Léger, une exposition qui célèbre la poésie colorée de Chagall et l'énergie géométrique de Léger à travers une sélection d'œuvres emblématiques. Toutes les pièces qui sont exposées entre Chagall et Léger, on a beaucoup d'œuvres que j'adore, qui sont des pièces vraiment, si vous voulez, un petit peu iconiques de ces artistes, des pièces historiques avec des provenances et des backgrounds importants. Les 3/4 de nos pièces exposées ont déjà été vues dans des musées, dans des fondations, donc c'est important. Et on vient juste d'acheter une très 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 belle pièce énorme de Marc Chagall qui fait 1,80 m par 1,40 m, qui n'est pas sur le catalogue parce qu'on a eu la chance de l'acheter, si vous voulez, juste une petite quinzaine de jours avant le vernissage. Mais donc, on a vraiment une belle exposition et j'invite à chacun, si vous voulez, à venir voir ce show sympathique. Autour de ces 2 maîtres, une trentaine d'artistes internationaux complètent l'accrochage. Monet, Picasso, Basquiat ou encore Georges Condo. Entre figuration, rêve et abstraction, cette exposition interroge notre rapport à l'image, à l'amour et au monde. Un dialogue vibrant entre forme et couleurs à découvrir tout l'été à Monaco. Un spectacle à ne surtout pas manquer demain. Le dernier feu d'artifice de la saison sera tiré à 22 h depuis la nouvelle digue. Mais pour en profiter pleinement, encore faut-il savoir où s'installer. Juliette Rappert, vous qui connaissez chaque recoin de la principauté, vous avez accepté de nous dévoiler les meilleurs spots pour en prendre plein la vue. Exactement Sarah, que vous cherchiez un moment romantique, une sortie en famille ou juste un coin tranquille, Monaco regorge de spots parfaits pour admirer le feu d'artifice. Allez, je vous montre mes préférés. Et pour commencer, les grandes marches du nouveau quartier Maréterra, une vue imprenable pour ne rien manquer. Pour un moment tout en douceur, direction le Larvoto. Ici, on peut directement s'installer sur la plage, les pieds dans l'eau, et pourquoi pas avec un petit pique-nique pour une ambiance plus romantique. Et pour ceux qui préfèrent éviter la foule, il existe des petits recoins plus discrets sur le rocher. Suivez le guide. Un de mes endroits préférés, c'est ici, au-dessus du fort Antoine. Cet endroit offre un panorama exceptionnel, idéal pour admirer le feu d'artifice en toute tranquillité. Et pour les familles, c'est au port Hercule que ça se passe. Manège, stand, glace, les enfants adorent et les parents aussi. Et une chose est sûre, l'ambiance sera festive, vivante et résolument estivale. Alors que vous soyez en famille, entre amis ou en amoureux, chacun peut trouver son spot favori. Donc rendez-vous ce samedi à 22 h pour le dernier feu d'artifice de la saison et peut-être votre plus beau souvenir d'été. La féerie était hier dans les yeux et les oreilles du public venu en nombre pour assister au dernier concert de l'été donné dans la cour d'honneur du Palais Princier. Un bouquet final que l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a souhaité festif, avec un soliste d'exception et un jeune chef d'orchestre prometteur, José Sacré, Jean-Alexandre Dordet et Clélia Renaud. Le sens de la fête était au programme de la soirée de clôture de la saison des concerts de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dans la cour d'honneur du Palais Princier. Un moment toujours magique pour les musiciens et en particulier pour Lisa Kerop. J'ai toujours un petit moment d'émotion parce que j'ai commencé à l'OPMC ici au Palais Princier. Donc ça me touche toujours de venir jouer au Palais. Terminer la saison, vraiment c'est un programme très lourd, mais magnifique. Des œuvres exceptionnelles qu'on n'a pas trop l'habitude de jouer. Et puis un concerto pour violon sublime. Bruch, un des plus beaux, un des plus joués aussi, on le joue assez régulièrement. Et puis avec un violoniste extraordinaire.
Soliste de ce concert, Sergueï Khatchatrian, un violoniste que Lisa Kérob connaît bien. C'est drôle parce que Sergueï, je l'ai rencontré en 99. On a passé le concours Sarrazat à Pamplonne la même année, en même temps. On est arrivés tous les deux en finale et il avait, je sais pas, 16, 17 ans à l'époque, il était tout jeune. Et j'avais écouté sa finale et j'étais mais ébahie par tant de musicalité, tant de talent à son jeune âge. Quand je le vois venir à Monaco, je suis toujours très très heureuse et très émue. À la tête de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, ce jeudi 7 août, le jeune Emmanuel Tcheknavorian. Il est quand même très jeune, il a une autorité naturelle, il a un sens de la musique, une façon de faire travailler qui est vraiment très énergisante. Il est électrisant, ce chef. Il va dans le détail, en profondeur, il ne laisse rien passer. Et je pense qu'on peut dire qu'il nous a fait comprendre qu'avant les vacances, ce n'est pas les vacances. Ce concert magnifique s'est terminé par la valse la plus pétillante qui soit, le beau Danube bleu de Johann Strauss. Et pour l'anecdote, les astronautes américains de la mission Apollo 10 ont écouté cette valse dans l'espace en 1969 en référence au film 2001, l'Odyssée de l'espace. Retour sur Terre, et si vous apportiez à votre intérieur une touche à la fois glamour et monégasque, cette année encore, les nappes du bal de la Rose ont été recyclées en linge de maison. Christine Datomel et Camille Caloni se sont rendues à la boutique du Rocher de la Fondation Princesse Grasse, où ces pièces uniques aux couleurs de coucher de soleil sont en vente. Regardez. À Monaco, l'élégance ne se jette pas, elle se recycle. Cette année encore, les nappes du mythique bal de la Rose ont été transformées en linge de maison unique. Une idée née il y a quelques années de cela, durant la période de confinement. Nous avons commencé, peut-être vous vous rappelez, il y avait le Covid 2020, et nous avons utilisé les nappes dessinées par Karl Lagerfeld et on a fait des masques. Et à partir de là, on s'est dit, mais pourquoi pas ? Pourquoi ne pas le faire chaque année et profiter un peu de ce tissu pour faire quelque chose. Et ça permet aux gens qui ne vont pas au bal de la Rose d'avoir un peu un souvenir de cette soirée. Après avoir habillé les tables les plus prestigieuses cette année, ces nappes sur le thème Sunset de Christian Louboutin se transforment aujourd'hui en objets du quotidien raffiné dans l'atelier de la boutique du Rocher. Une nouvelle vie donc autour de la vôtre. Nous avons sac à linge, corbeille à pain, tablier, set de table et de petits torchons. Donc ils sont faits exclusivement dans le tissu du bal de la Rose et nous coupons ces nappes pour pouvoir fabriquer les pièces. Toutes les pièces elles sont signées Bal de la Rose de 2025 et sur le sac à linge et la corbeille, il y a une rose brodée dessus en plus pour faire le côté un peu plus précieux. Pour ces créations originales et solidaires, il faudra compter entre 45 et 70 €. Une façon élégante d'inviter un peu le bal de la Rose à la maison. Les produits sont disponibles sur commande via le compte Instagram de la boutique ou directement sur place. À noter qu'il y a 2 points de vente, avenue de la Madone à Monte-Carlo et rue Émile Delotte à Monaco-Ville. En ce mois d'août, vous êtes peut-être à court d'idées pour occuper vos enfants. Pas de panique, à l'Institut Océanographique, le Club Océano reçoit vos petits pour des ateliers ludiques autour des espèces fascinantes de nos océans. Alban Gingembre s'est rendu à l'un d'entre eux et nous explique tout sur ces images d'Hugo Comaza. Pendant les vacances, le Club Océano ouvre ses portes à l'Institut Océanographique. Chaque semaine, une nouvelle session avec des activités différentes tous les jours. Les enfants deviennent vraiment incollables sur le monde marin. On vous emmène découvrir tout ça.
les enfants mettent les mains à l'eau pour découvrir et toucher les différentes espèces qui se cachent sous l'océan. Le concombre de mer, il mange le sable. En fait, on l'appelle l'aspirateur des mers. Il va aspirer le sable, le nettoyer dans son ventre, et puis après, son caca à lui, c'est du sable qui est tout propre. L'objectif du Club Océano, c'est de vraiment former des ambassadeurs de l'océan. Donc ils sont là pour un peu être les messagers du musée, après apprendre plein de choses et aussi les apprendre à leur entourage, en parler à leurs parents, à leurs amis, de pourquoi c'est important de protéger l'océan et quels sont les petits gestes à faire pour aider l'océan à aller mieux. En fait, on va travailler par thème. Donc, par exemple, la semaine dernière, c'était thème Méditerranée. Cette semaine, c'est thème tropical. Donc, le polype de corail vient avec les tropiques. Et on va aussi aborder des sujets comme les tortues, les requins. Hier, on a fait les oiseaux marins. Donc, on essaye de varier. Par exemple, la semaine prochaine, ce sera le voyage autour des océans. Donc là, on va plutôt parler des abysses et aussi des animaux d'épaule. Donc, on essaye un petit peu d'aborder tous les sujets qui ont rapport avec l'océan. C'est très large. Donc, on essaye un petit peu d'encadrer tout ça. C'est la même famille que les étoiles de mer. Ça a de très longs bras. Et pareil, ça a 5 bras. Non, alors ça, c'est une étoile de mer. Mais c'est la même famille. Ici, on arrive dans la partie chasse au trésor. On doit trouver un poisson qui ressemble à ça sur l'image. On va aller demander un coup de main aux enfants. C'est parti. C'est rigolo parce qu'on va dans tous les aquariums, on cherche un peu. Parfois, on ne trouve pas, mais on trouve à la fin. C'est comme des enquêtes et on doit lire des indices pour retrouver les poissons. On doit regarder dans les aquariums pour voir et observer tous les poissons, si ça ressemble ou pas. Ouais, c'est lui, c'est ce poisson-là. Ouais, c'est ce poisson-là. En fait, moi, j'aime tous les animaux de toute la planète et parce qu'ils sont tous mignons. Moi, j'ai trouvé ça cool aussi de nourrir les tortues et de leur préparer à manger. Et justement, ici, on se trouve dans la cuisine de l'Institut océanographique. Les enfants participent et aident à préparer les repas pour les différents poissons. Donc ce qu'on va faire, on va préparer le poisson, on va ou en mettre plusieurs ou couper des tranches et après, moi je vais les peser, je vais vous les passer et vous allez les mettre dans les gamelles respectives qui correspondent aux différents bassins. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Bon, et ben ça tombe bien parce que je n'en attendais pas moins. Alors c'est pas pour l'embêter que je fais ça, c'est pour la stimuler un peu, pour pas qu'elle reste toujours à ouvrir la bouche au même endroit sans rien faire. Pour rappel, le Club Océano s'adresse aux 6-8 ans, 9-12 ans avec au maximum 10 enfants par session. N'oubliez pas de réserver vos places pour être sûr de pouvoir participer. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo très estivale d'Alban Gingembre, mais avant cela, un peu de douceur. Avec les photos de fin de journal, les plus beaux matous ont pris la pause devant les photographes de la direction de la communication. Et oui, si vous ne le saviez pas, aujourd'hui, nous célébrions la journée internationale du chat. Embrassez-les bien fort. Belle soirée à toutes et à tous et à demain 19h. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, la vague de chaleur est bien de retour sur la Côte d'Azur. Un grand ciel bleu est attendu demain en Principauté. Il fera beau et chaud, entre 23 et 30 degrés, ressenti 40 au soleil. L'indice UV sera toujours élevé, prenez bien soin de vous. Et le samedi 9 août, nous fêtons la Saint-Amour, l'occasion d'avoir un geste tendre envers vos proches, qu'il s'agisse de vos amis, vos collègues, votre famille ou votre conjoint. Un peu d'amour, ça met toujours du baume au cœur. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.